Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire du PUP. Alors, Martine Peters, je suis directrice du partenariat universitaire sur la prévention du plagiat et j'ai l'heureux honneur, j'essaie de faire un lien avec ton heureux hasard, mais ça ne marche pas très bien. Mais donc, j'ai le bonheur de vous présenter aujourd'hui le webinaire qui va nous être offert donc, par Jean-Philippe, qui est bibliothécaire à l'Université du Québec à Chicoutimi et qui s'intitule Valoriser la pensée divergente pour commencer une recherche d'information ou comment provoquer les heureux hasards. Alors, Jean-Philippe, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Martine. Donc, bonjour tout le monde. Je suis content de vous rencontrer aujourd'hui pour vous partager un peu ce webinaire-là. Je vous dirais que c'est un peu à mi-chemin entre un partage d'expérience, des réflexions que j'ai entretenues de manière récurrente pendant la dernière année. Donc, je pense que même ce webinaire-là a été fait un peu sous sous le signe de la pensée divergente. Mais je pense qu'il y a des éléments que j'ai trouvés vraiment intéressants de cette initiative-là qui peuvent être instructifs là, pour peut-être mieux accompagner les étudiants dans leur processus de recherche d'information. Donc, avant de commencer, je me présente. Donc, moi, je suis bibliothécaire de référence au département des sciences économiques et administratives. En fait, jusqu'à il y a 2 semaines, j'ai accepté un contrat de responsable de secteur. Mais le contexte de toute cette réflexion-là s'est produit dans le cadre de mes activités de bibliothécaire de référence. Je suis en train de faire une maîtrise en administration publique. J'ai une maîtrise en bibliothéconomie. J'ai fait un baccalauréat en études littéraires françaises. Je vous dis tout ça en fait parce que je pense que mon parcours a influencé, puis vous allez le voir dans le cadre du webinaire, un certain nombre de réflexions par rapport à des problématiques que j'ai expérimentées. Donc, vous allez voir que, encore sous le signe de la pensée divergence, il y a peut-être des réflexions que j'ai eues que j'ai l'impression qu'ils sortent de nulle part, mais qu'en réalité s'ancraient à quelque part dans mon parcours. Ça me permet aussi de dire qu'au niveau des sciences de l'éducation, de la pédagogie, j'ai pas d'expertise particulière autre qu'un intérêt marqué par rapport aux compétences informationnelles. Ça fait 12 ans, bientôt 13 que je suis bibliothécaire, puis c'est vraiment mon principal intérêt de recherche, là. C'est dans ce contexte-là que je suis impliqué dans le groupe de travail sur la promotion et le développement des compétences informationnelles du réseau LUQ et je suis collaborateur au sein du partenariat universitaire de prévention du plagiat. Donc, je vous explique un peu le contexte de la réflexion concernant toute la pensée divergente, le rôle de la pensée divergence. Qu'est-ce que j'entends aussi par ça quand on commence une recherche d'information? La réflexion m'est arrivée, en fait, quand j'ai fait un transfert de département. J'étais au département des arts et lettres. J'ai été transféré au département des sciences économiques et administratives. Puis, ce département-là, c'est un département qui est très gros en frais d'étudiants, en frais de professeurs, en frais de recherche, etc., etc. Donc, ce contexte-là m'a permis d'être un petit peu dans une approche inductive par rapport aux problèmes, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'achalandage, bien, évidemment qu'il y a certains problèmes qui vont être plus récurrents. Puis, le fait qu'on ait une récurrence au niveau de certains problèmes, bien, moi, j'ai l'impression que ça m'a donné un coup de main pour me dire, pour faire un certain nombre de constats par rapport au dire, OK, ça, c'est des problèmes qui sont récurrents, qui reviennent souvent. C'est quoi la source de ces problèmes-là? Dans ce contexte-là, je travaille aussi beaucoup avec des étudiants de cycle supérieur. Donc, il y a les programmes en gestion des organisations, en gestion de projets. C'est des programmes autant au niveau professionnel qu'au niveau recherche qui ont vraiment beaucoup d'étudiants. Tu sais, on sait des fois, les programmes de cycle supérieur, il y a peut-être moins d'étudiants, mais là, dans ces contextes-là, il y a aussi énormément d'étudiants. Puis ça fait en sorte que les problèmes de recherche qui arrivaient à mon bureau étaient aussi influencés par la nature des travaux que ces étudiants-là ont à faire dans le cadre de leur parcours. Il y avait aussi des enjeux culturels importants parce qu'au niveau du département des sciences économiques et administratives, il y a des étudiants qui viennent de partout à travers le monde et il y a énormément d'étudiants, ce qui fait en sorte que les parcours de vie,
Les parcours d'enseignement aussi sont très différents. Donc, je ne peux pas nécessairement toujours, je ne peux pas prendre pour acquis que les étudiants que je rencontre ont eu, par exemple, l'offre de formation qu'on donne au premier cycle ou etc. Tu sais. Puis, je ne peux pas non plus prendre pour acquis que leur rapport à l'information, les outils qu'ils connaissent ou sont ceux qu'on possède à la bibliothèque. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a un aspect dans lequel il faut que je commence vraiment du début. Et puis l'autre élément, c'est au niveau des compétences numériques et informationnelles qu'il y a quand même un bon nombre de difficultés. C'est-à-dire que j'ai quand même j'avais l'impression qu'il y a quand même euh, un recul peut-être qui s'est fait au niveau de ces compétences-là. Puis ça, c'est sûr que ça veut dire que je me disais, bon, ben, OK, on va partir toujours du début. Parce que moi, dans un contexte de bibliothécaire de référence, je vais essayer de m'adapter le plus possible aux problématiques que je rencontre dans le cadre de ma pratique parce que, ultimement, c'est dans le cadre des travaux des étudiants qui va se passer à l'intérieur de leur cours. Donc, mon objectif, ce n'est pas de juger si c'est bon ou mauvais au niveau des compétences. C'est plus de dire, ben moi, comment je dois m'adapter aux réalités que je vis dans mon bureau. Puis ça, je vous dis tout ça, en fait, juste pour contextualiser là, qu'est-ce qui a fait en sorte puis, moi, en tout cas, ce que je vais vous présenter, ça fonctionnait super bien. Donc, si vous avez un contexte similaire au mien, je pense qu'il y a toutes les raisons de croire que ça va bien fonctionner, mais je pense aussi que c'est un contexte qui peut s'adapter essentiellement à n'importe quel contexte. Les constats parfois difficiles que j'ai faits et que je vous partage avec humilité, il y en avait différents. Il y en avait certains qui se retrouvaient de mon côté, il y en avait d'autres qui se trouvaient du côté de l'étudiant. Donc, au niveau du côté du bibliothécaire, des fois, j'avais l'impression de m'auto-pelure de bananiser. Je vois que j'ai certains collègues dans la salle vont savoir ça, à quoi je fais référence avec ça. J'en parle souvent. C'est une citation que j'adore de Jacques Parizeau, puis qui consiste essentiellement juste à dire que des fois, ben, j'avais l'impression de faire des choses qui m'engendraient plus de problèmes qui en réglaient. Puis je vous donne un exemple. Je pense que le meilleur exemple que je peux avoir, c'est le logiciel de gestion de bibliographique EndNote. Ça me fait toujours plaisir de l'enseigner, sauf que ça prend quand même des compétences minimales pour être en mesure de faire plus que juste fonctionner le logiciel. Faire fonctionner le logiciel, ça s'apprend relativement bien, mais de l'utiliser vraiment de la bonne manière pour être en mesure de faire l'économie de temps que ce logiciel-là est censé nous apporter, bien là, ça, des fois, c'est quelque chose que je me disais, bon, ben non, ça ne marche pas. Je ne pense pas que l'étudiant n'aura pas l'économie de temps qu'il souhaite avoir parce qu'au préalable, il y a quand même un certain nombre de compétences de base par rapport à l'application d'un style bibliographique, par exemple, qu'on doit maîtriser pour s'assurer que la saisie dans EndNote est adéquate. Si une saisie dans EndNote est problématique, ça va se transférer, tous les problèmes vont se transférer dans la bibliographie, ce qui n'aide pas nécessairement l'étudiant. Ensuite, des fois, je m'apercevais qu'il y avait certaines solutions qui étaient proposées qui devenaient le problème. Et dans ce contexte-là, je pense notamment à des stratégies de recherche qui sont plus avancées, dans lesquelles j'avais été confronté de multiples reprises à des étudiants qui viennent me voir, qui avaient bien fait les stratégies de recherche, mais qui n'obtenaient aucun résultat à l'application de leur stratégie de recherche. Et là, je me disais, bon, ben, si moi, je donne à l'étudiant une recette de gâteau, l'étudiant suit à la lettre la recette de gâteau, il met au four, puis ça ne donne pas un gâteau, il y a un problème. Puis ça, j'arrivais dans une situation où c'est un peu ça que je faisais, c'est que pour régler le problème de recherche de l'étudiant, je faisais juste contourner son plan de concept. C'est ça, je me disais, ouf, c'est au niveau de la légitimité des trucs qu'on enseigne, il y a une problématique. Puis que je voulais régler parce que le plan de concept, c'est une bonne stratégie. C'est quelque chose qui est bon, qui est nécessaire. La logique du plan de concept est nécessaire. C'est juste que dans certains contextes, ça arrivait que ça soit le problème. Du côté de l'étudiant, souvent, ce que j'observais, c'est qu'il y avait une confusion au niveau de l'intérêt de recherche et du sujet de recherche. Donc, l'étudiant a son hypothèse, il a son intérêt, il sait ce sur quoi il veut travailler, il va prendre cette idée-là peut-être un peu brute, il va partir avec. Puis là, ça va être son idée, ça va être son sujet de recherche. Ou, par exemple, si vous êtes
familiers aux articles scientifiques, dans des sections de revues de littérature, c'est fréquent qu'on va voir une revue de littérature qui va être divisée en sous-sections parce qu'un sujet de recherche, généralement, c'est assez complexe, puis il y a des portraits à faire, il y a des éléments qu'on peut aller voir à différents endroits pour aller chercher la vision d'ensemble. Donc, quand on part trop vite juste avec un sujet de recherche en s'attendant que le sujet de recherche va nous permettre d'avoir accès à toute l'information qu'on souhaite, c'était déjà un problème que je remarquais. L'autre élément que je pouvais remarquer aussi, c'est que des fois, l'objectif bifurquait entre ce que l'étudiant a besoin de faire et puis les contraintes ou les consignes. Le meilleur exemple que j'ai, là, c'est vraiment les seuils minimales d'articles scientifiques. Souvent, c'est des contraintes que les professeurs vont mettre. Avec raison, je pense que c'est une bonne chose. La problématique, c'est que dès qu'on chiffre une contrainte, l'objectif va devenir le chiffre qui est impliqué sur la contrainte. Puis, des fois, il perdait de vue que dans une revue de littérature, par exemple, on peut dépasser le 5 articles ou le 10 articles. Parce que ultimement, cette contrainte-là, elle a une fonction, c'est pour éviter justement qu'on n'ait tout simplement pas d'articles scientifiques. Sauf que ça fait en sorte que là, s'ils ont 5 articles scientifiques, des fois, ce que j'observais, c'est que l'étudiant va arriver, va partir tout de suite à la pêche aux articles scientifiques, y compris parfois pour trouver de l'information qu'on ne retrouve pas nécessairement dans des articles scientifiques. Fait que là, c'était de dire, ben, les articles scientifiques, parfait, on va l'atteindre le minimum de 5, mais ça peut aussi dire que tu vas avoir peut-être 5 à 10 références qui ne sont pas comptabilisées dans tes articles scientifiques qui vont être utiles absolument pour faire le portrait de ta recherche. Et puis finalement, ben, il y avait toute l'idée de la pensée binaire et aussi de la quête du Saint Graal, du Saint Graal, c'est-à-dire que, tu sais, c'est quoi les bons outils, c'est quoi les mauvais outils. Ça, c'est quelque chose que j'avais des fois de la difficulté parce que je comprends aussi quand on dit on évite Wikipédia, on évite Google, on évite ci puis ça, mais au niveau de la recherche d'information, on est rarement dans le noir ou le blanc. On est souvent dans des nuances de gris. Donc, je voulais aussi éviter d'arriver de se dire, ben, tu sais, ton information, peut-être que tu vas devoir la construire. Il faut aussi qu'on s'adapte à l'information qui est disponible. Des fois, quand il n'y a pas d'information, c'est une bonne chose pour un chercheur qui veut vraiment développer un pan de la recherche. Pour d'autres, si c'est dans un travail de méthodologie, ben, peut-être que tu vas donner beaucoup de fil à retordre. Donc, c'est vraiment ce contexte-là qui me revenait constamment, qui me restait toujours dans la tête et puis qui faisait en sorte que je voulais éviter ou bien d'améliorer mes phrases fétiches que j'utilisais pratiquement toujours, c'est-à-dire c'est plus compliqué que ça. Oui, mais non. Puis, ça dépend. Hein. Répondre ça dépend à quelqu'un, y a-t-il quelque chose de plus frustrant que ça? Mais en même temps, de mon côté, c'était quelque chose que je ressentais comme ça, c'est-à-dire que quand l'étudiant me dit, ben là, on m'a dit de ne pas utiliser Google parce que Google, pour les articles scientifiques, c'est pas super. Ben là, j'avais le oui, mais non. Tu sais, ça dépend. Je l'avais tout de suite. Fait que je voulais comme être en mesure aussi de bonifier ces phrases fétiches-là pour que peut-être d'aller dans une perspective plus souple au niveau de mes réponses, moins chiffrée, moins solide, moins rigide, si je peux dire, mais qui me permettrait quand même d'apporter des réponses satisfaisantes aux étudiants. Donc, c'est comme ça que les problèmes que j'ai cherché à résoudre dans la dernière année, je vous dirais, là, puis ça s'est fait de manière assez intuitive, là, en fait. Là. C'est par la suite que j'ai essayé de réfléchir à expliquer, en fait, les problèmes que les étudiants vivaient et les solutions que moi, j'apportais. Donc, j'ai essayé de les résumer en 4 éléments, là, c'est-à-dire comment aider les étudiants sans être trop prescriptif, parce qu'il y a un élément aussi, je pense qu'au niveau de la recherche, qui est peut-être idéalisé, de se dire ben, plus mes stratégies de recherche sont efficaces, plus je sais comment chercher, plus je vais avoir de la facilité à trouver l'information que je cherche. En général, c'est certain qu'on augmente statistiquement nos chances de réussite quand on a des bonnes stratégies de recherche. Mais il y a toujours cet aspect-là aussi. Je pense que pendant la pandémie, on connaît tous des gens qui ont été super modèles dans la gestion du virus et qui ont été les premiers à l'attraper, et d'autres personnes je pense qui étaient quasiment juste pour embrasser des gardes d'escalier puis qui ne l'ont jamais attrapé jusqu'à aujourd'hui. Donc,
dans la recherche, il va toujours avoir cette composante-là où même si nos processus, même si nos planifications sont impeccables, on ne va pas nécessairement avoir les résultats escomptés. Ensuite, éviter de négliger la phase exploratoire, partir trop vite avec des articles scientifiques, pour moi, c'est vraiment un des problèmes les plus importants que je vois. Puis, ce n'est pas évident de dire à un étudiant que c'est en cherchant autre chose que ce qu'il cherche qui va faciliter, ça va être plus facile pour lui de trouver ce qu'il cherche réellement. Donc, ça, je m'étais gardé ça en tête aussi. Comment valoriser la phase exploratoire? Comment faire en sorte que l'étudiant soit convaincu lui-même que c'est essentiel et c'est important de prendre le temps de faire cette phase-là? Après ça, c'est comment expliquer que la recherche n'était ni linéaire ni prévisible. Donc, ça réfère un peu à ce que je vous disais précédemment, c'est qu'on ne contrôle pas nécessairement toujours les résultats qu'on souhaite ou qu'on espère d'une recherche d'information. Donc, ça, c'était aussi de se dire, ça, c'est des éléments qu'on voit souvent en bibliothéconomie sur l'itération au niveau de la recherche puis tout ça. Puis, le dernier élément, c'est-à-dire comment faire pour reconnaître que c'est correct de chercher tout croche. C'est-à-dire que quand on commence une recherche exploratoire, quand on commence n'importe quel processus de recherche, je pense que c'est normal d'être désorienté. Puis ça, même moi, dans le contexte dans lequel je suis, les étudiants viennent me voir ou même les professeurs vont avoir des sujets de recherche très poussés. En général, je connais moins bien les sujets des gens qui viennent me voir. Fait que quand je vais commencer, il faut que je m'accorde cette bienveillance-là de dire, bon, mais je vais juste aller voir, je vais faire des tests, je vais voir comment que mes tests réagissent. Puis à chaque fois que je vais faire des tests, je vais m'adapter étape par étape pour après ça construire les éléments. C'est ultimement ce qui permet de trouver l'information que je souhaite trouver. Donc, évidemment que je voulais essayer de trouver, je suis allé voir aussi du côté du plagiat, qu'est-ce qu'on peut relier à cette étape-là. Est-ce qu'il y il y a des racines qui vont s'ancrer à partir de cette étape-là qui peuvent justement mener à faciliter ou favoriser des pratiques de plagiat. De ce que j'ai pu faire, c'est que je n'ai pas remarqué d'études spécifiques sur l'exploration, cette phase d'exploration. Peut-être que c'est moi qui circonscrit cette phase-là d'une recherche d'information dans une étape spécifique que la littérature ne précise pas nécessairement de la même manière. Mais en fait, vous allez voir, de toute façon, il y a des éléments qui sont reliés là, aux compétences informationnelles. Donc, puis au niveau des facteurs reliés au plagiat, là, vous devinerez qu'il y en a énormément. Des fois, ça va être lié à la personnalité, des fois, ça va être lié à la performance. Des fois, c'est juste, on ne savait pas que ce qu'on faisait, c'était du plagiat, etc. Fait que ça, ce n'est pas nécessairement des facteurs qui sont davantage reliés à l'aspect de la phase exploratoire de recherche. Pour moi, ceux qui faisaient plus de sens, c'était vraiment comme les facteurs qui sont reliés au manque de compétences numériques et au manque de compétences informationnelles. Les études, justement, là, que j'ai joints soulignent que la facilité d'accès à l'information peuvent quand même causer certains syllogismes au niveau de la pensée d'étudiant, c'est-à-dire ben, si je n'ai pas de difficulté à trouver de l'information, donc dans le contexte dans lequel je ne trouve pas d'information et que je n'ai pas de difficulté à trouver de l'information, je pourrais en arriver à conclure trop rapidement qu'il n'y a juste pas d'information. Donc, au niveau de ce manque de compétences-là, c'est certain qu'il y a un enjeu. Au niveau de la pression de performance, l'étude de T. Rocam mentionnait qu'il y avait des distinctions à faire entre les étudiants qui sont plus orientés performance puis les étudiants qui sont plus orientés sur la maîtrise de certaines compétences. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la recherche, quand on arrive avec des cibles à atteindre au niveau des articles scientifiques ou si, par exemple, on est dans des contextes où on veut avoir les meilleures ressources d'information, peu importe la manière que je vais mettre en branle pour accéder à ces informations-là, bien, ça peut avoir un lien. Et puis finalement, et non le moindre, je pense que c'est le gain d'efficacité et d'économie de temps. Je pense qu'il doit m'arriver pratiquement tous les ans des étudiants qui, un peu maladroitement, me partagent à quel point ils apprécient le travail que je fais parce qu'eux ne feraient jamais ça de leur vie. Parce que pour plusieurs étudiants, la recherche, c'est souffrant. Mais c'est sûr que des fois, j'ai le goût de leur dire, si la recherche était aussi souffrante pour moi, probablement que je ne serais pas bibliothécaire. C'est parce que c'est quand on sait chercher qu'on est capable de trouver relativement facilement et puis avec une belle efficacité l'information qu'on cherche. La recherche, ça devient le fun. Ça devient vraiment,
Pour moi, c'est agréable. Donc, c'est sûr que s'il y a des éléments qui est relié au gain d'efficacité et d'économie de temps, ben, savoir chercher avec efficacité, ben, c'est sûr que ça peut contribuer à aider de ce côté-là. Mes orientations clés, et là, je pense que c'est là que je vais pouvoir faire le lien avec mon parcours de vie. Parce que ça, c'est des éléments, quand je vous disais, j'essayais de faire l'analyse du problème fondamental, c'est essentiellement ces trois éléments-là qui ont influencé le plus mes pistes de solutions. Le paradoxe de Menon, en fait, c'est quelque chose que je suis allé trouver. Je suis allé gratter assez loin dans mon bagage de littéraire, peut-être, mais essentiellement, c'est un paradoxe qui avait été évoqué dans des écrits de Socrate qui met en perspective le fait que soit on connaît ce qu'on cherche, ou soit on ne connaît pas ce qu'on cherche. Et dès lors, si on ne connaît pas ce qu'on cherche, on ne peut pas chercher sur ce qu'on ne connaît pas. Puis si on connaît ce qu'on cherche, bien, on connaît. Fait que c'est ce qui parlait, ce que le paradoxe de Menon, en fait, apporte, c'est toutes les problématiques reliées à la capacité d'anticipation. On ne peut pas utiliser des termes dont on ne connaît pas l'existence. Puis c'est pour ça que la préparation de recherche, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est quelque chose qu'on recommande toujours, mais c'est une étape qui va toujours avoir ses limites et pour tout le monde. Tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que j'expérimentais souvent avec les étudiants qui prennent pour acquis. Pour eux, c'est clair, leur sujet est clair. Pour moi, ce n'est pas clair. Donc, moi, je me disais, la première affaire qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je développe ma capacité d'anticipation parce que je ne peux pas utiliser des termes que je ne connais pas l'existence. L'autre élément, c'est en gestion, hein, on parle des fois des systèmes de mode agile ou la théorie des petits pas, où on bouge un peu, on s'adapte, on bouge un peu, on s'adapte, on bouge un peu, on s'adapte, on fait un retour. Donc, en recherche, c'est beaucoup comme ça qu'on recommande de fonctionner en général parce que c'est beaucoup plus facile d'adapter nos résultats. Les grands plans de concept qu'on va sortir dès le départ avec plusieurs termes équivalents par ensemble, etc., tu sais, quand on a un beau gros paragraphe là, qu'on copie-colle dans une boîte de recherche, on paye sur Enter, on a zéro résultat. Maintenant, ça devient un beau casse-tête de savoir c'est quoi la problématique dans mon gros paragraphe. Donc, ces gros paragraphes-là, c'est intéressant quand on est plus avancé dans le processus de recherche, mais quand on commence une recherche, si par exemple, j'ai 3 termes, j'ai 1700 résultats, j'en rajoute un quatrième, je tombe à 12 résultats, ben, je suis déjà en mesure de savoir que le terme que je viens d'ajouter est problématique. Donc, je peux soit le changer, soit réfléchir à d'autres options pour aller chercher l'information que j'ai besoin. Et puis finalement, ça a été un peu le concept phare, la sérendipité. Parce que j'arrivais souvent dans des contextes où même moi, j'anticipais que j'allais trouver telle information dans tel contexte, alors que finalement, j'ai trouvé ça dans un obscur rapport. Et puis, ça a été ma clé qui m'a permis de débloquer toute la recherche pour l'étudiant. Des fois, ça se passe aussi au niveau d'un terme de recherche que j'y vais, j'appréhende, me dire, ça doit être tel terme. Puis là, j'arrive à un moment donné, je trouve un autre terme, je dis, OK, non, lui est tellement meilleur, puis ça donne que c'est lui qui est dans le jargon. Et puis, j'aimais bien je l'ai mis en guillemets parce que ce n'est pas moi qui ai inventé cette formulation-là, mais je n'ai pas réussi à trouver la source de où j'avais lu ça. Mais essentiellement, la sérendipité, ce qu'on parle aussi de heureux hasard, c'est de trouver ce qu'on ne cherche pas en cherchant ce qu'on ne trouve pas. Et puis, en toute humilité, je dois vous dire que là, j'ai été un petit peu gêné parce que je me suis aperçu aussi dans mes recherches que dans le nouveau référentiel de l'ACRL, l'ACRL, c'est l'Association of College and Research Libraries, donc c'est un organisme là, américain de bibliothèques de recherche, bibliothèques universitaires, qui ont fait en 2015, je crois, un référentiel de compétences informationnelles qui est très utilisé là, dans le milieu des bibliothèques universitaires, puis que j'ai contribué à la traduction en 2016. Et ayant contribué à la traduction en 2016, je ne me souvenais même pas que dans un des fondements, la recherche d'information est une exploration stratégique, il y avait mention de la sérendipité. Donc là, j'ai dit, est-ce que je mets ça dans le webinaire ou je ne mets pas? J'ai dit, on va y aller avec la transparence et puis on va faire amende honorable. Mais tout ça pour dire en fait que je pense que j'étais quand même content de voir que cette sérendipité-là qui faisait tant de sens à mes yeux était planifiée, prend une place justement dans une démarche d'exploration stratégique. Et puis, je pense que c'est l'élément qui est intéressant de la sérendipité, c'est que ce n'est pas juste de la chance, la sérendipité. Il y a vraiment un contexte de provoquer sa chance au final.
Donc là, évidemment, je me suis dit, bon, ben là, comment je peux faire pour enseigner la sérendipité? Parce qu'il y a un aspect quand même qu'on ne contrôle pas du tout dans la sérendipité. Donc, j'ai commencé à aller faire des recherches sur ce concept-là et je me suis aperçu qu'il y a un pan de littérature scientifique qui s'est intéressé au phénomène, qui est souvent relié à la créativité au niveau de la recherche. Donc, dire comment se doter d'outils pour essayer d'améliorer soit des réflexes ou bien de développer des manières différentes de concevoir des problématiques de recherche pour faciliter la solution. Et je suis tombé sur cet article-là qui a été super instructif, en fait, là, qui a comme permis de m'apporter des réponses à des questions que je me posais. Donc, je vous présente rapidement parce que dans l'article, il y avait toutes sortes d'étapes au niveau de la sérendipité. Ce n'est pas nécessairement des trucs qui s'enseignent spécifiquement, mais c'est des choses que je trouve intéressantes à garder en tête lorsque je faisais justement mes entrevues de référence. Donc, c'est ce que j'essayais d'apporter quand je rencontre des étudiants pour te dire oui, c'est correct d'organiser sa recherche, de planifier sa recherche, mais c'est aussi correct de ne pas toujours savoir où ce qu'on va. Puis, ça peut être une bonne chose. Puis, c'est de considérer ce facteur, cette variable-là qui est difficile à contrôler, qui est difficile à prévoir. On peut quand même l'inclure dans un processus plus large de recherche. Donc, au niveau des étapes, je me, ces auteurs-là, ce qu'ils disaient justement, il y avait 8 étapes. Puis ces étapes-là apparaissaient, là, je les ai mis à l'écran, mais c'était juste pour dire, admettons, faire des distinctions, soit entre la sérendipité et la coïncidence. Pourquoi la sérendipité n'est pas généralement documentée par les chercheurs? Ben, c'est qu'évidemment, des fois, on va avoir l'impression que c'est des découvertes qu'on a faites par hasard. Ben, c'est difficile de s'attribuer le mérite. Mais il y a quand même c'est quand même important de prendre des notes, justement, surtout on est dans un concept où on n'est pas très organisé. Parce que quand on arrive et on va donner des bonnes pratiques au niveau de dire se constituer un journal de recherche, se prendre des notes, souvent on va être dans un contexte dans lequel on va dire ben, j'ai déjà planifié ma recherche, j'ai déjà planifié les outils dans lesquels je vais chercher, etc., etc. Mais là, quand on arrive dans un contexte où ce qu'on assume le fait qu'on part sans trop savoir, ben, c'est quand même important aussi de se prendre des notes parce qu'après ça, de refaire le parcours va être plus difficile. Les auteurs suggéraient aussi de reconnaître que la sérendipité avait contribué à la science. Donc là, je suis allé voir plein d'exemples de sérendipité. Donc, la sérendipité, s'il y a des gens, admettons, là, qui veulent vraiment avoir des exemples concrets, c'est l'exemple du velcro et de la pénicilline. Je pense que c'est deux bons exemples. C'est juste des gens qui faisaient autre chose, par exemple, mais ils étaient dans un contexte dans lequel ils ont fait une découverte. Donc, le velcro, je pense que c'est un ingénieur suisse qui allait se promener en montagne, puis il y a eu il y a eu je pense que c'est les chardons, on appelle ça par chez nous les tocs, qui s'étaient attachés, qui s'étaient accrochés à son chien, puis à ses bas de laine. Puis, il a trouvé ça tannant à retirer, mais en contrepartie, il disait, ben, une fois que c'est retiré, ça ne colle pas, c'est quand même pratique comme concept. C'est là qu'il a contribué au velcro. Même chose pour la pénicilline. La pénicilline, c'est une petite assiette de culture de champignons, je pense, qui avait été laissée, qui avait été oubliée. Puis quand le chercheur est revenu, il s'est aperçu que la culture avait arrêté de progresser à un endroit où il y avait l'antibiotique. C'est là qu'il a contribué à la pénicilline. Et là, Popsicle, j'ai vu passer Popsicle, mais finalement, Popsicle, c'est un jeune de 11 ans qui a oublié son verre de jus dehors. Et le lendemain matin, d'une nuit froide, ça s'était transformé en Popsicle. Disons que c'est moins scientifique. On est moins, la science a l'élastique assez tiré là, de ce côté-là, mais c'est juste pour dire que c'est toujours dans des contextes comme ça qu'il y a des découvertes qui se sont faites. Puis, prendre conscience, en fait, de la phase exploratoire, ce qu'elle permet de faire aussi, c'est que quand on lit sur le portrait global après ça, ça va déjà nous aider aussi à mieux orienter vers où on devrait aller, de se donner, de développer un peu notre instinct sur les chemins qui risquent d'être moins fructueux, etc. Sinon aussi,
les auteurs, quand les auteurs parlent des directions vers lesquelles les inconnus, parce que là, pour dire, OK, deux inconnus, ben, c'est parce qu'il y a des inconnus qu'on peut envisager, puis il y a les inconnus auxquels on n'aura pas conscience. Fait que ça, les auteurs parlaient de dire, ben, les inconnus qu'on n'a pas conscience, on peut quand même juste conscientiser qu'il y a un certain nombre de trucs on n'est pas en mesure actuellement de conscientiser. Puis ça, je pense que ça réfère en partie à nos capacités d'anticipation, mais déjà de prendre conscience de tout ça, ça peut nous influencer sur les choses à prendre, ou bien d'arrêter de prendre pour acquis un certain nombre de choses qui va nous permettre de continuer nos recherches d'informations. Donc, puis pour le numéro 6, etc., c'est comme documenter les avenues explorées, etc. C'est vraiment pour dire, ben, quand on est dans un processus un peu plus slack, c'est de garder en tête de se prendre des notes. Et puis moi, ce qui arrivait souvent quand j'étais avec un étudiant, puis je commençais une recherche avec lui, dès que je voyais, j'avais comme, des fois, c'était des mots que je prenais en note. Puis des fois, je lui disais aussi, ça va être bon, on va le reprendre plus tard. Je ne sais pas c'est quoi le potentiel de ce terme-là, mais on se le marque juste pour ne pas l'oublier. Puis on se prend des notes. Des fois, c'était des notes papier, c'était ce qui avait de plus facile à faire pour moi, mais je documentais pour pas oublier. Parce que quand on parle justement au niveau des plans de concept, des termes équivalents, les termes équivalents, là, ça peut vraiment être élastique, là, ce qu'on peut considérer comme étant un terme équivalent au niveau conceptuel. Et puis le dernier point, préparer un rapport, ce n'est pas vraiment pertinent là, dans le cadre de mes activités, mais mon point, c'était vraiment toujours de conserver cette idée-là, de se dire dans le processus, des fois, ça va être en cherchant de la littérature grise, qui n'est pas ce que tu cherches, mais tu vas tomber dans la bibliographie, dans la bibliographie, tu vas trouver un article, tu vas trouver un auteur, puis cet auteur-là, tu vas relancer une recherche avec cet auteur-là, et là, tout à coup, ça va s'ouvrir à toi, tu vas t'apercevoir que l'auteur a plein de contributions avec d'autres auteurs différents qui parlent sur ton sujet spécifique, etc., etc. Fait que je rappelais toujours ces éléments-là parce que c'est des éléments qui m'arrivaient souvent. Donc, au-delà de ça, la recherche exploratoire appliquée, comment je me prenais essentiellement vraiment pour accompagner l'étudiant dans ce processus-là d'intégrer cette pensée divergence-là, cette désorientation-là en début de recherche pour en arriver avec quelque chose de concret. Et puis ça, je pourrais même vous dire que, en général, cette phase-là, j'avais même pas besoin, puis ça, je pense que je ne l'ai pas mentionné auparavant, là, mais ça arrivait souvent que je n'avais même pas besoin de dépasser cette recherche exploratoire-là pour répondre à certains besoins d'information. C'est sûr que si j'ai un étudiant de cycle supérieur qui veut faire une revue de littérature exhaustive sur un sujet, évidemment que là, on va sortir davantage l'artillerie lourde. Mais pour beaucoup d'étudiants qui étaient dans des cours de métaux, qui ont besoin de faire un projet de recherche ou bien approfondir un élément particulier dans le cadre d'un cours, souvent, là, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin que ça. Puis, pour moi, la recherche exploratoire, souvent, c'est très diffus. Là. Je ne vais pas super loin. Je n'ai pas complexifié beaucoup mes requêtes de recherche, puis j'ai répondu adéquatement à mon besoin d'information, avec des sources de qualité. Aucun compromis. Là. Je réponds adéquatement aux besoins d'information. Je n'ai pas fait de compromis. Donc, voilà. Donc, les étapes, en fait, que je faisais tout le temps, puis qui concernent aussi toutes les questions que j'avais régulièrement des étudiants, c'était essentiellement ça. Je commençais toujours par aller dire littérature grise. Donc, ça, c'était toujours une drôle d'étape parce que quand les étudiants arrivent, viennent me voir, puis là, ils me parlent de leur article scientifique, puis là, j'ouvre Google. Je dis non, on commence par le début. Puis là, après ça, je vais y aller. Je vais vous montrer grosso modo qu'est-ce que je faisais. Ensuite, la sélection des termes. Donc, construire l'avion en plein vol, souvent, c'est une expérience qui est perçue comme étant un peu péjorative, en fait, hein, de gestionnaires qui ne savent pas trop ce qu'ils font. Donc, ils vont au fur et à mesure que ça avance. En recherche, je pense que c'est vraiment une bonne pratique de dire, bon, ben, je vais y aller tranquillement, puis surtout en contexte exploratoire, de dire, je vais juste me construire une requête de recherche, puis quand je vais avoir quelque chose de stabilisé, là, je vais pouvoir détailler davantage la suite des choses. Le troisième point concerne vraiment quand est-ce que j'arrête? Est-ce que c'est suffisant, monsieur? J'ai une revue de littérature. Des fois, si j'avais des étudiants qui me disaient, bon, ben là, mon prof, il m'a demandé de faire une revue de littérature, c'est-tu assez 20 articles? Quand est-ce que j'arrête? Etc., etc. Puis là encore, là, j'avais toujours de la difficulté parce que tout dépendant de l'ampleur du travail, c'est différent.
dépendant du professeur, c'est différent. Je ne savais pas non plus si le professeur, c'est toujours embêtant pour moi, en fait, d'arriver et de se dire, ben, est-ce que 20, c'est assez pour un essai? 20, c'est-tu assez? Là, je retombais dans mes phrases fétiches. Ça dépend. Ou bien c'est plus compliqué que ça. Fait que j'ai essayé de trouver, de dire, ben, regarde, on va y aller avec le concept de saturation, puis d'essayer de donner des indicateurs pour dire, regarde, quand ça se passe, là, généralement, là, c'est un bon signe que tu as fait le tour. Et puis après ça, quand je parle de ligne majeure, c'est de dire, bon, ben, si tu n'as pas répondu à ton besoin de recherche rendu là, ben là, à ce moment-là, on va essentiellement répéter les mêmes stratégies, les pousser plus loin, plus profond dans des outils qui sont plus spécialisés. Donc, quand je parle de littérature grise comme porte d'entrée, c'est vraiment d'arriver avec les moteurs de recherche web de base, Wikipédia, puis même Eureka.cc, ça fait bien là, pour aller chercher tous les articles qui sont écrits sur une thématique donnée. En sciences économiques et administratives, j'avais beaucoup de thématiques d'actualité sur sur, sur l'état de la situation, les finances, la pénurie de main-d'œuvre, ces affaires-là. Mais on pourrait aller dans n'importe quelle autre pratique. Si, par exemple, on a une recherche à faire sur ChatGPT, ben, ça peut être intéressant d'aller voir les enjeux, les problématiques, les difficultés. Puis souvent, ça va sortir dans la presse. Donc, c'est juste de se faire une idée, puis pour préciser, parce que ça va arriver souvent aussi qu'un des problèmes de recherche qu'on rencontre, c'est que les sujets ne sont pas assez spécifiques. Donc, vraiment, commencer avec la littérature grise. Pour trouver, c'est ça. Donc, la deuxième étape, ça va être vraiment d'aller sélectionner des termes de recherche pour, admettons, aller construire. Donc, on arrive dans Google, on part de 2 idées principales, puis on s'oblige vraiment, des fois, je me faisais violence là, à ne pas aller à 3 ou 4 idées principales dès le départ, puis je vais en ajouter progressivement pour développer ma requête de recherche. Ça, c'est ce qui va me permettre, comme je le disais précédemment, d'être réactif aux résultats. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je m'adapte et je continue. Et puis ça, c'est une formule magique que je veux absolument vous partager parce que pour chercher de la littérature grise, c'est comme un élément qu'on ne pense pas toujours, mais normalement, toutes les publications qui sont faites en format numérique sont généralement faites en format PDF. Donc, quand on limite n'importe quelle recherche avec le type de fichier PDF, on est vraiment capable de venir faire un tri plus naturel dans les résultats dans Google, puis tomber dans la littérature grise. La littérature grise, elle va sortir quand même dans Google si on ne restreint pas par type de document, mais c'est vraiment quelque chose, là, le résultat est généralement assez drastique. Puis je vous dirais que FileType PDF, moi, je l'utilise pratiquement à toutes les références que j'avais. Dès que j'arrivais de la littérature grise, j'ajoutais FileType PDF. C'était rendu mécanique. C'est pour ça que je vous partage ça. C'est parce que moi, moi, ça a été là, ma découverte. Là. Vraiment là, important. Il y a certaines connaissances préalables quand on fait une recherche exploratoire qu'il faut là, que j'essaie de dire c'est quoi mes angles morts, par exemple, les éléments que moi je connais bien puis que je ne pense même plus que j'utilise, puis qu'il faut quand même que l'étudiant connaisse un minimum. Bien, c'est certain que tous les opérateurs, les opérateurs booléens, les opérateurs courants, ces éléments-là, il faut qu'on les connaisse parce que ça se peut qu'on les mobilise. Parce qu'en construisant l'avion en plein vol, bien, si on a des termes équivalents, il faut qu'on sache comment les ajouter, etc., etc. Nous, l'avantage qu'on a à l'UQAC, c'est qu'on a CICS 900, c'est le programme de développement de compétences informationnelles au cycle supérieur, dont les programmes, c'est une condition d'admission. Il y a plusieurs programmes qui sont soumis. Donc, CICS, souvent, va permettre de nous assurer que les étudiants ont cette base-là au niveau de la connaissance des opérateurs. Fait que comme moi, par exemple, quand j'étais en rencontre de référence avec les étudiants, puis je parle avec les étudiants, tu connais les opérateurs booléens, les étudiants connaissaient les opérateurs booléens. Fait que ça me donnait un bon coup de main. Mais si je me dis, là, on se limite le plus possible au minimum des opérateurs, je dirais que les plus importants, ce serait le OR, les guillemets pour faire de la recherche d'expression et les parenthèses. Les parenthèses, c'est juste pour s'assurer que les liens entre les différents termes soient respectés adéquatement. Pourquoi je n'ai pas mis le N? Ben, c'est qu'en théorie, le N, par défaut, est appliqué. Donc, si on ne l'utilise pas,
Je pense que ça a moins d'impact que si, par exemple, on ne met pas des synonymes, on ne lit pas des synonymes avec or. Mais c'est certain que si vous avez la chance d'avoir des étudiants qui sont très à l'aise avec les différents opérateurs, ben, c'est la meilleure chose au final. Je voulais juste vous montrer concrètement comment ça peut se manifester dans la recherche d'informations. Donc, moi, ce que je faisais essentiellement quand j'avais un étudiant, je vais prendre un exemple d'un sujet qui m'est arrivé tellement souvent, si on pourrait arriver et dire les problématiques de pénurie de main-d'œuvre au niveau des PME, donc depuis la COVID. Donc, j'ai un sujet, ça, je sais déjà, je vous le dis tout de suite, là, je vous vends la mèche avant, c'est un sujet qui est beaucoup trop large. Puis souvent, la pénurie de main-d'œuvre va se distinguer entre, va se préciser dans un angle de rétention de personnel ou dans un angle de recrutement. Donc, mais ce n'est pas grave. Là, j'y vais, je commence dès le départ, puis là, je vais dire, bon, ben, c'est comme parfait. L'étudiant arrive dans mon bureau, il me parle de son sujet. Je prends des notes, mais pas trop. Puis tous les éléments que je sais qui vont causer potentiellement problème, je les enregistre, mais je ne les corrige pas nécessairement tout de suite. Parce que je veux que ce soit les résultats qui me confirment essentiellement qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Donc là, je pourrais commencer, admettons, pour dire, bon, ben, pénurie de main-d'œuvre. Je pars de quelque chose. Il y a toutes sortes de manières. Je suis déjà conscient qu'il y a toutes sortes de manières. Même si je voulais rester en pénurie de main-d'œuvre, je pourrais parler de pénurie de personnel, je pourrais parler de pénurie d'employés, pénurie de travailleurs. Puis je pourrais même aller, quand je parlais des fois l'élastique des termes équivalents, on pourrait parler de pénurie de compétences, qui n'est pas tout à fait la même chose, mais qui en même temps qui est intrinsèquement reliée. Mais je laisse ça de côté pour le moment. Après ça, je pourrais venir ajouter, comme je vous disais, je pourrais y aller avec PME. Donc, moi, des fois, la difficulté que j'ai à ce niveau-là, c'est de me faire violence, à savoir aussi que je me dis, ben, je pourrais déjà aller beaucoup plus vite que ça. Mais ça demeure quand même intéressant des fois de s'obliger peut-être des petites étapes de plus, juste pour aller valider si le parcours est là. Parce que c'est toujours, souvent en recherche, on va se battre contre nos angles morts. On va présupposer qu'une idée de recherche est bonne, alors qu'en réalité, elle n'est pas tant que ça. Là, je voulais juste vous montrer, par exemple, le genre de différence qu'on peut avoir au niveau des résultats si je fais juste pénurie de main-d'œuvre et PME. Vous pouvez voir, là, j'ai déjà quand même des PDF qui vont apparaître. Donc, l'impact de la pénurie de main-d'œuvre. J'ai un rapport d'à peu près 26 pages qui est fait par la banque de données, par non, je m'en souviens plus, la BDC, c'est quoi? J'ai un blanc. Mais bref, c'est déjà des éléments qui peuvent m'aider énormément, en fait, à répondre à des questions. Un autre élément que je n'ai pas mentionné jusqu'à maintenant, mais qui est vraiment que je recommande toujours aux étudiants, c'est se confronter. Parce qu'en début de recherche, on est désorienté, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on pense que notre intérêt de recherche est intéressant, mais on ne l'a pas vraiment validé. Aller se confronter le plus rapidement possible aux résultats de recherche, là, ça va être une excellente manière de de nous aider à nous poser les questions qu'il faut qu'on se pose, mais qu'on n'a pas nécessairement anticipées. Donc, quand on va faire l'analyse de littérature grise, il y a un paquet d'éléments qui peuvent arriver. Comme vous voyez, il y a difficulté de rétention, difficile d'embaucher. L'embauche versus rétention. Donc là, difficulté d'embauche, est-ce que c'est un terme équivalent à pénurie de personnel? Ça pourrait l'être. Ça, c'est quand je vous disais de prendre des notes, là, ça, c'est toutes des questions. Et puis, je pense que je devais étourdir les étudiants quand j'appliquais ce processus-là parce que souvent, c'est toutes des questions que je lui relançais. Et je lui spécifiais que je n'attendais pas de réponse nécessairement de sa part, mais de voir au moins si la question est pertinente à considérer ou non, parce que ça va influencer son intérêt de recherche. Donc, ça va se faire essentiellement à travers la littérature grise. Au niveau de la littérature grise, comme vous pouvez le voir, admettons, l'embauche est plus difficile dans les régions rurales. Donc, est-ce qu'il y a un élément, il y a un facteur qui pourrait être intéressant à préciser au niveau de la géographie de l'information? Puis ça, voilà. Puis, comme vous pouvez le voir, là, ça va toujours être ça. Puis là, je vais mettre mon fameux file type PDF. Par rapport à ça, le file type PDF, c'est juste une fonctionnalité de recherche que Google va offrir. Google va l'offrir pour un paquet d'éléments. C'est comme si on tape site, S-I-T-E, 2 points,
puis on met un nom de domaine, bien, on peut restreindre les recherches qu'on va faire uniquement à un nom de domaine. Ça, quand on veut chercher un rapport dans les différentes branches gouvernementales, par exemple, parce qu'au niveau du gouvernement du Québec, il y a plein de sortes de ministères, etc. Ce n'est pas toujours évident de se repérer là-dedans. Bien, on peut venir restreindre par type de site. Puis au niveau de file type, j'y vais avec PDF, mais si par exemple, vous voudriez un modèle de budget ou d'éléments comme ça, vous pourriez faire file type de petits points XLS, puis là, vous auriez juste des fichiers Excel qui apparaîtraient dans vos résultats. C'est pour ça que je pense que c'est une fonctionnalité qui est super intéressante. En mettant file type PDF, là, comme vous pouvez voir, je tombe automatiquement j'ai exclusivement des PDF dans mes résultats. Puis ça va me permettre, en fait, de faciliter toutes sortes de documentation. Comme là, vous voyez, j'ai la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je peux aller voir un rapport final de 32 pages. Je serais curieux de savoir, septembre 2010, par exemple, c'est pré-pandémie. Donc là, à ce moment-là, je pourrais venir quand même me mettre une petite limitation en 2019 ou 2020 pour dire, ben, je pense que la pandémie va être considérée dans le pénurie de personnel. Je pourrais même avoir, admettons, des propositions de partis politiques sur la pénurie de main-d'œuvre. On voit déjà des trucs du Bloc québécois par rapport à ça. Puis ça, il faut que j'essayais toujours de montrer à l'étudiant que ces éléments-là, oui, concrètement, ça ne va pas nécessairement être réutilisable. Ce n'est pas des connaissances qui vont être utilisées directement, mais c'est des connaissances qui vont contribuer à ce que l'étudiant puisse se rendre où il veut se rendre. Puis, comme je n'insisterai pas davantage, mais je sais que j'ai vu aussi là, des éléments concernant la BNQ. Il y a aussi souvent, en restreignant par PDF, il va y avoir des articles scientifiques qui vont sortir. Il va même avoir aussi, j'avais vu passer là, des projets de loi de la Chambre des communes au Canada, etc. Fait que c'est vraiment là, une mine d'or, autant au niveau politique, autant au niveau des organisations privées ou des organisations publiques pour aller chercher de la littérature grise pour se faire une tête. Puis après ça, ben, c'est là que les différents opérateurs peuvent être intéressants parce que ici, je peux arriver, puis à ce moment-là, je faisais la même chose avec les étudiants. C'est de dire, bon, ben là, je peux arriver puis dire la pénurie de main-d'œuvre, est-ce que je rajoute pénurie de compétences? Est-ce que je remplace pénurie de main-d'œuvre ou pénurie de compétences? Et puis, au final, la réponse est porte à peu parce que ce n'est pas super c'est pas super compliqué pour moi de juste remplacer puis de voir. Comme là, ici, j'ai 23 000 résultats. Je relance la recherche avec pénurie de compétences, NPME, FALTA, PDF. Je tombe à 27 000. Est-ce que j'ai les mêmes documents qui vont apparaître? Est-ce que c'est les mêmes thématiques qui vont sortir? Est-ce que c'est les mêmes enjeux? Parce que quand même, les pénuries de compétences, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on manque de personnes. C'est plus qu'on manque des personnes qu'on a, des bonnes personnes, en fait. Donc, c'est tous des éléments qu'on pourrait ajouter. Puis au fil de l'exploration, je peux ajouter des éléments sur, admettons, si je fais pénurie de main-d'œuvre, puis que je veux aller faire de la recherche essentiellement sur la rétention, bien, je pourrais venir ajouter un rétention, PME, et puis je lance la recherche, et puis là, ben, au moins, je m'assure que rétention, le terme rétention a été mentionné. C'est sûr, comme vous savez, ce n'est pas des éléments juste par mots-clés comme ça, avec l'algorithme de Google, je ne contrôle pas énormément tout ce que je saisis. Dans le sens que c'est pas, je ne peux pas arriver et dire d'y aller de manière très pointilleuse sur OK, ben là, je vais y aller davantage avec une recherche sémantique ou tout ça. Non, non. L'idée, c'est vraiment juste d'arriver et d'essayer de trouver tous les éléments qui vont me permettre de me faire la tête. Puis c'est se faire la tête, là, qu'après ça, quand on va aller à la pêche aux articles scientifiques, ça va être, facilité là, de manière significative. Donc, je voulais juste vous montrer que c'était pas. C'est essentiellement toujours ça que je faisais quand j'étais en rencontre. Je faisais, des fois, je venais ajouter des termes équivalents, je n'ajoutais mes parenthèses, j'enlevais. Des fois, l'étudiant voyait des trucs qu'il voulait qu'on essaie, on l'essayait ensemble, on voyait comment ça réagissait. Puis, on allait voir les bibliographies aussi, beaucoup les bibliographies, pour essayer de repêcher. Parce que si, des fois, quand on arrive avec mettons,
quand on arrive avec la littérature scientifique comme ça, ben, les études ont été faites. Souvent, c'est des données de Statistique Canada. Ben, ça peut être intéressant de dire, bon, ben, j'aimerais ça avoir la référence tout de suite pour aller chercher les données dans Statistique Canada. Les tableaux en général sont disponibles. Donc, après ça, ils peuvent réintégrer ça dans leurs travaux, puis ils ont déjà la source de statistiques. Voilà. Au niveau de... ici, il faut que je retourne. Quand est-ce que j'arrête la phase exploratoire? Parce que la phase exploratoire, c'est censé être juste une étape, même si des fois, c'est la seule chose qu'on a besoin, c'est censé être une étape. Mais moi, ce que je me disais, c'est me dire, ben, on pourrait troquer le quand arrêter de chercher à pourquoi arrêter de chercher. Mais là, pour répondre évidemment au pourquoi arrêter de chercher, c'est qu'il faut qu'on ait des signes qui nous permettraient de dire, ben, bon, OK, ben là, ça veut dire que j'ai assez de signes en dehors de ce que moi je pense pour dire que j'ai fait le tour de la question. C'est là que je trouve que le concept de saturation est intéressant. Je sais que le concept de saturation, c'est un concept qui est peut-être davantage utilisé au niveau de la méthodologie qualitative, mais je pense qu'en recherche documentaire, c'est un concept qui demeure intéressant, c'est-à-dire ben, quand vous cherchez des sujets différents, avec le même sujet avec des termes différents, puis que vous voyez constamment les mêmes documents qui reviennent, les mêmes auteurs qui reviennent, les mêmes résultats qui reviennent constamment. Hein. Quand on est rendu avec un bon pourcentage de liens mauves dans Google, en général, c'est des signes que vous avez atteint une certaine saturation, puis que ce que vous deviez trouver en phase exploratoire a été trouvé. Parce que ça, la problématique en recherche, c'est toujours ça qui est difficile. C'est ce qu'on ne trouve pas. Ce n'est pas nécessairement un signe qu'il n'y a rien. C'est juste un signe qu'on n'a pas trouvé, puis ça peut devenir aliénant de dire, OK, ben là, c'est comme je vais chercher à jamais. Tu sais, je comprends la question. Pourquoi la question arrive dans la tête des étudiants. Donc, moi, c'est juste de leur dire comme, regarde, puis quand je fais ça en référence avec eux dans Google, puis que je fais pénurie de main-d'œuvre, pénurie de compétences, j'essaie toutes les formulations différentes, ils voient eux-mêmes qu'à un moment donné, j'ai atteint, grosso modo, on a appris plein d'affaires sur les éléments ruraux, sur les contextes ruraux, sur les problématiques d'embauche, les problématiques de rétention, etc. Fait que ça, si on avait des trucs à trouver par rapport à ça, ben, on va l'avoir, la réponse à nos questions. Et puis finalement, comme je vous disais, si les problèmes ne sont pas réglés à cette étape-là, ben là, à ce moment-là, ben, on peut passer à la prochaine étape. Puis la prochaine étape va être simplifier de manière significative. Donc, se dire, OK, bon, ben là, grosse, parce que là, comme je vous disais, je suis dans moi un contexte plus spécifique. Peut-être que dans certains contextes, on peut dire, ben moi, c'est comme la littérature grise, ça ne s'applique pas vraiment dans mon cas. Moi, j'irais tout de suite dans des bases de données, etc. Mais tout ça s'applique quand même. Si vous ouvrez, par exemple, une base de données comme Academic Search Complete, c'est une bonne idée de juste explorer, de tester quelques termes plus importants, en fait, en premier lieu, pour voir comment la base de données réagit. Est-ce que j'ai beaucoup de résultats? Est-ce que j'ai peu de résultats? Si vous tapez 2 termes dans Academic Search Complete, vous avez 17 résultats. Je vous dis tout de suite que je vous recommande de soit changer de résultat, soit changer de base de données. Mais voilà, fait que ça, c'est toutes des choses qui peuvent se récupérer puis mettre dans un cadre peut-être plus académique, peut-être plus scientifique, en fait, en lien avec les bases de données et de recommencer de dire, je vais commencer juste de pénurie de main-d'œuvre. Je ne vais pas tout mettre COVID, puis rétention, puis PME dès le départ, parce que je veux juste voir l'évolution au fur et à mesure que je vais ajouter des choses. Je veux voir l'évolution au niveau de mes résultats. Ça va permettre essentiellement de vraiment de faciliter. Puis toute la prise de connaissance va déjà avoir aussi aidé l'étudiant à définir ou à identifier les mots qu'il va utiliser ou pas. Donc, essentiellement, tout ce que je voulais vous résumer, c'est que là, au niveau de la phase exploratoire, puis même, je vous dirais, la recherche en général, c'est très difficile. Il y a toutes sortes de manières d'aller chercher l'information qu'on a besoin. Il y a des manières qui sont meilleures que d'autres, mais on ne pourra jamais déterminer si ce qu'on considère comme la meilleure manière va vraiment nous permettre d'arriver à l'information qu'on souhaite obtenir. Donc, puis ça, c'est ça, j'ai l'impression qu'il est important pour moi de partager à l'étudiant pour qu'il comprenne que des fois, c'est au début, du moins au début, ce n'est pas grave si on n'est pas parfait. Puis, des fois, il y a toutes sortes de chemins qu'on va pouvoir prendre qui vont, au final, nous permettre d'obtenir les résultats qu'on cherche. Parce que, ultimement, en recherche d'information, c'est un peu
la fin qui justifie les moyens, c'est-à-dire que si on réussit à trouver vraiment adéquatement, je ne dis pas, admettons qu'on est l'étudiant se satisfait d'informations qui n'auraient peut-être pas nécessairement dû se satisfaire, là, mais qu'on réussit vraiment à bien trouver les choses dont on a besoin pour faire notre réflexion. Ultimement, la manière qu'on s'y est rendu est peut-être moins importante. Ceci étant dit, comme je vous disais, c'est sûr que plus on a de bonnes techniques, plus on a de chances de se faciliter la chose. Fait que ce n'est pas nécessairement de juste nier l'importance des moyens pour se rendre à nos fins, mais c'est juste pour quand même de garder en tête puis de considérer que des fois, ce n'est pas le chemin qu'on s'attendait prendre qui va nous apporter à l'information qu'on souhaitait obtenir. Donc, pour conclure, en fait, là, tout ce que je voulais, tout ce que j'ai ressorti de tout ça, au final, c'était de dire que c'est correct de voir, puis je le voyais souvent avec les étudiants dans mon bureau, le genre de pression qui se mettent. Et puis souvent, peut-être qu'il y avait un élément aussi qui relevait des enjeux culturels, de vouloir vraiment bien faire, puis de se dire, je veux bien apprendre, je veux savoir comment faire, puis là, j'ai l'impression que je n'ai pas bien appliqué les choses. Puis pour moi, c'est important de déconstruire un peu ça, mais quand même d'être en mesure d'orienter les étudiants, de ne pas arriver juste avec des trucs qui sont trop souples ou bien que finalement sont trop, comment dire ça, qui sont pas assez clairs ou directifs. Tu sais, c'est pour ça que me dire, au début d'une recherche, il y a un endroit que c'est correct, parce que des fois aussi, ils vont se comparer avec leur père, puis leurs pères vont avoir une hypothèse de recherche, puis ils vont l'avoir testée, puis ça va avoir marché tout de suite. Puis là, après ça, ben, eux, ça ne fonctionne pas. Puis là, ils commencent à mettre en doute un paquet d'affaires. Fait que moi, je leur amène juste pour leur dire, c'est normal de désorienter, c'est tout à fait correct. Puis on va regarder ensemble comment faire pour se sortir de ça. Puis souvent, je vais y aller assez légèrement pour dire que moi, je suis constamment désorienté en recherche. Un bibliothécaire qui commence. Les professeurs qui viennent voir le bibliothécaire parce qu'ils ont un problème de recherche, là, des fois, c'est des problèmes qui sont assez costauds, tu sais, mais c'est en gardant ce processus-là, ben, on se l'apprivoise, on s'approprie, on est capable de connaître nos limites aussi, puis au final, de répondre à des besoins. Tout dépendant du niveau, mais c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de répondre adéquatement aux besoins d'information. Ensuite, j'insiste beaucoup sur les capacités, les limites de la capacité d'anticipation, juste pour qu'ils en prennent conscience, de dire c'est comme on ne peut pas utiliser des termes qu'on ne connaît pas l'existence. Donc, va voir, vas-y dans Google. Essaye des choses. Va voir, puis ça va te donner, tu vas apprendre un paquet d'affaires. Puis surtout, en plus, dans un contexte où parfois on amène les étudiants à chercher en anglais, les étudiants, des fois, il va y avoir des équivalences directes en anglais. Ce n'est pas la bonne, c'est pas la bonne, la bonne expression, etc. Fait que c'est pour ça que je leur dis, c'est comme, allez voir, testez, faites des trucs, vous allez voir, ça va sortir, ça va finir par sortir. Donc, mais ça, on n'a pas le choix au final de, 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 de de considérer cette limite-là qu'on a tous. On est tous dans le même bateau. Se confronter rapidement aux résultats de recherche, comme je vous disais, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de nous assurer de répondre à des questions qu'on ne sait pas qu'on devrait avoir. C'est-à-dire, bon, ben, est-ce que mes limites géographiques ou tous ces éléments-là, à quel point je les considère. Puis finalement, ben, toujours s'adapter et interpréter les résultats de recherche. Quand j'ai fait ma maîtrise en bibliothéconomie, on avait beaucoup d'exercices que l'objectif, c'était juste de voir les conséquences de chaque manipulation qu'on faisait, puis d'essayer d'interpréter et de comprendre les manipulations. Ça demeure une excellente pratique, puis les résultats nous en disent beaucoup aussi sur la prochaine étape. Fait que si on est en mesure d'aider l'étudiant à concevoir la recherche de cette manière-là, ben ça va aussi lui enlever des fois le réflexe de considérer que telle recherche était bonne, telle recherche n'était pas bonne. Non, ta recherche, ton premier jet qui n'est pas bon, on va l'adapter, on va l'améliorer, puis il peut devenir bon. Le processus, des fois, qui arrive, c'est que moi, des fois, quand je vais envoyer des résultats de recherche, souvent, c'est des listes de résultats que je vais envoyer, des choses comme ça. Des fois, je vais envoyer un courriel avec des listes de résultats. Ça va m'avoir pris 1 heure. Ça va avoir été assez simple. Les gens n'ont pas tout le temps conscience du temps que ça prend pour aller chercher des résultats de recherche. Puis, c'est pour ça que je prends le temps aussi de leur dire, moi, c'est des blocages en début de recherche, ça m'arrive constamment. C'est normal, c'est pas grave. C'est vraiment en épousant des concepts comme ça qu'on réussit à s'en sortir. C'est tout pour moi.
Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires. Vous pouvez, ceux qui ont des questions à poser à Jean-Philippe, vous pouvez ouvrir votre micro. Ça va nous faire plaisir de prendre quelques questions. Moi, j'en ai trois. Je les avais notés au fur et à mesure, Jean-Philippe. Oui, Tu nous as mis en opposition, puis je me pose la question, est-ce que c'est vraiment toute l'idée de sérapidité, puis en même temps, tu nous as dit, il faut être stratégique. oui. Est-ce que c'est pas une contradiction? Puis sinon, qu'est-ce qu'on fait pour justement que ce soit pas une contradiction, puis que ce soit fait de façon stratégique? Oui, c'est une excellente question. En fait, c'est au niveau des lectures que j'ai faites sur la sérendipité, c'est vraiment de distinguer, tu sais, de ne pas attribuer la sérendipité à de la chance pure. Donc, c'est vraiment de provoquer notre chance. Donc, pour provoquer notre chance, qu'on peut faire, parce que justement, on n'a pas nécessairement contrôle, c'est que, par exemple, c'est de prendre des choix éclairés parce qu'on est dans un contexte où, comme je vous disais, c'est souvent quand on fait de la recherche, c'est parce on connaît mal le sujet, donc on veut éclaircir le sujet. Mais étant donné qu'on connaît mal le sujet, on ne va nécessairement pas utiliser les bons termes dès le départ. Puis, au niveau des outils, il y en a un paquet. Donc, ça pourrait être du fait que la sélection d'outils, de manière plus intuitive, de dire, bon, ben, par exemple, si je regarde dans mon sujet, puis que je connais déjà, que je veux, par exemple, chercher en français, je veux chercher peut-être dans une géographie plus spécifique, ben, j'augmente mes chances de trouver si j'utilise tel outil ou je n'utilise, ou bien je m'oriente sur tel autre outil. Donc, par exemple, quand je prends les bases de données à la bibliothèque, on en a énormément. Moi, je suis conscient aussi que d'une base de données à l'autre, des fois, j'ai telle base de données mettons, qui est ma préférée parce qu'en général, c'est elle qui répond le mieux aux besoins qui me sont adressés. Mais c'est jamais, des fois, cette base de données ne fonctionnera juste pas. Donc, dès le départ, quand on parle, quand les auteurs parlaient d'inconnus, des inconnus, puis tout ça, c'est d'essayer de voir de manière stratégique au niveau du sujet de recherche, j'ai-tu déjà des orientations qui me sont suggérées dans lesquelles je devrais chercher pour, admettons, optimiser mes chances de trouver l'information en sachant très bien que je ne peux pas je ne peux jamais en être certain au final. Fait que je pense que l'aspect stratégique, la sérendipité, puis ce que les gens veulent préciser avec la sérendipité puis la distinguer de la chance ou du hasard, c'est qu'il y a des contextes dans lesquels ces éléments-là vont se produire qui vont favoriser ces découvertes-là. Puis quand on travaille sur le contexte, ben, c'est là que ça va nous permettre d'aider. C'est la même chose si je ramène à la phase exploratoire. La phase exploratoire, c'est des fois, ça va juste être de comprendre les enjeux spécifiques. C'est à ce niveau-là que l'étudiant va être en mesure de dire finalement, OK, ça ne m'intéresse pas finalement, je n'utilisais pas le bon terme. Puis là, quand il va arriver pour lancer sa recherche, il va avoir utilisé les bons termes. Puis là, tout à coup, il va trouver tout facilement. Puis c'est à cause de tout ce qu'il a fait au préalable qu'il va avoir trouvé facilement son information. Donc, c'est comme ça que je vois un petit peu que je réconcilie un peu comment provoquer notre chance, c'est que c'est en prenant aussi c'est en évaluant nos chances de succès en fonction des outils qui sont utilisés, puis même en fonction des termes qu'on va employer. Je pense que ton idée de provoquer est tout à fait là. Madame Sigouin, vous avez une question? Oui, bonjour, Caroline Sigouin, je suis conseillère pédagogique à l'UQAM. Merci beaucoup là, pour la présentation. Je suis d'ailleurs une ancienne étudiante d'art et lettres de l'UQAM, on a eu Ouais. l'occasion de se croiser. Je me demandais si d'un point de vue pédagogique, puis je vois avec mes intérêts, il existe des ressources pour justement outiller les enseignants, les directeurs de maîtrise et de doctorat sur comment justement transmettre ces bonnes pratiques-là à leurs étudiants ou parce que j'imagine que c'est un rôle un peu partagé entre la direction et les bibliothécaires. Donc, ça, je me demandais si c'était au courant, s'il existait quelque chose dans ce sens-là. Comme je l'ai mentionné, je sais que j'ai été surpris de voir la littérature qui s'était
écrite sur ce concept-là. À l'UQAC, plus spécifiquement, je vous dirais que c'est vraiment, ça relève plus de mes réflexions personnelles, là. Je ne sais pas si, admettons, c'est comme vraiment des processus qui ont été documentés ou qui ont été proposés, mais c'est certain que les besoins au niveau des compétences informationnelles sont quand même assez grands dans le département dans lequel j'étais, puis que c'était cette formule-là de bien commencer. Puis on était vraiment à ce niveau-là. Je n'ai pas parlé essentiellement, parce qu'on aurait pu parler aussi de toutes vraiment les recherches peut-être plus classiques là, de recherche d'information, puis tout le kit. Mais moi, de ce que je pouvais voir, c'est vraiment de dire, quand on commence une recherche, on y va vraiment par la base. Là. Puis des fois, le problème, il n'est pas aussi compliqué qu'il en a l'air, même si le problème est récurrent. Puis tout ça. Donc, je ne sais pas au niveau des professeurs comment il fait ces éléments-là là, pour peut-être soutenir les étudiants à mieux commencer la recherche. Moi, je sais en tout cas qu'il y a beaucoup de professeurs qui faisaient juste me référer directement là, il y en a qui m'avertissaient aussi que tel sujet arrivait. Donc, à ce moment-là, je pouvais arriver et dire OK, bon, ben, je vais me préparer là, à ce sujet-là, mais sinon, à ma connaissance, comme je vous disais, mais je pourrais probablement partager là, d'autres sources que je n'ai pas citées parce que je n'ai pas utilisées, là, mais il y a une base de données notamment qui a quand même pas mal d'informations qui traite sur tout l'aspect de la créativité en recherche d'informations, puis sur la sérendipité, en fait, que je pourrais partager, là. Merci. D'ailleurs, Jean-Philippe, il y a une question de Nathalie Richard qui demande est-ce que tu serais prêt à partager tes sources pour, entre autres, la diapo là, sur les racines, les possibles racines du plagiat reliées à cette étape? Oui, oui, je les ai mis à la toute fin de ma présentation, là, sont toutes là. Les ressources que j'ai utilisées, je pense que celle-là de Géreb était particulièrement intéressante parce qu'ils font quand même un gros panorama, là. Il y a même des études qui ont été faites sur les différences de genre par rapport au plagiat. Puis il y a l'étude de Park aussi, 2003, qui semble avoir eu passablement d'impact là, dans le domaine, puis qui faisait quand même un panorama. Je pense que c'était une revue de littérature, quelque chose comme ça, mais c'était un panorama quand même assez complet là, sur le plagiat en lien avec les étudiants universitaires. C'est sûr qu'en 2003, ça date un peu du fait qu'il y a tout l'aspect numérique aussi, puis qui est peut-être moins, mais il y avait des éléments qui étaient, je pense, qui sont encore pertinents aujourd'hui. Pour ceux qui voudront avoir accès à cette bibliographie-là, Jean-Philippe, si tu peux me l'envoyer, puis on va le mettre directement en lien avec ta présentation, là, celle qui va être enregistrée. On va la mettre sur le site du PUP et donc vous pourriez y avoir accès. Puis si tu veux ajouter sur la créativité à ce moment-là, ça sera tout au même endroit pour ceux qui veulent l'avoir. Il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Moi, je voudrais te remercier parce que, entre autres, puis là, je vais vraiment démontrer comment je cherche vraiment peut-être pas très bien, mais je ne connaissais pas cette idée-là de file type. Et je serais juste curieuse, levez donc la main ceux qui connaissaient comment chercher, entre autres, par type de. Levez donc la main ou dites donc oui, moi je connaissais, juste par curiosité. Une personne. Bon, mais je me sens moins niaiseuse. Et je t'avoue que je l'ai noté et je vais m'en servir. Donc, juste pour ça, ça a été très, très, très Moi, intéressant. je connais le file type aussi, puis en fait, j'enseigne des trucs et astuces de recherche Google à mes étudiants, pas juste les or, and, parenthèses, guillemets, étoiles. Ça fait partie à l'Université de Moncton, on a un cours qui s'appelle Initiation au travail intellectuel. Ça comprend énormément de composantes des compétences informationnelles. Les bibliothécaires enseignent un tiers du cours, corrigent 3 devoirs, puis des fois, on enseigne le cours au complet. Donc, on a commencé à intégrer Google parce que je suis d'accord qu'on ne peut pas juste montrer à nos étudiants comment utiliser des bases de données payantes auxquelles ils n'auront plus accès une fois qu'ils quittent l'université. Ça fait que nous autres, on a commencé à intégrer ça dans notre enseignement à nos étudiants de premier cycle à l'Université de Moncton.
Tout à fait. Puis, tu sais, avec l'avènement du libre accès qui prend de plus en plus de place, il y a vraiment de plus en plus. Avant, peut-être, tu sais, quand j'ai commencé ma carrière, c'était peut-être plus vrai qu'aujourd'hui, mais maintenant, des sources scientifiques de qualité, il y en a beaucoup dans Google. Justement, à cause du libre accès, on va le repérer. Puis là, je ne parle même pas de Google Scholar, là, je parle vraiment de Google tout simplement. Puis il va y avoir souvent des bases de données comme GStore ou des trucs comme ça on va trouver, on va repêcher des éléments de ces bases de données-là. On n'aura pas toujours nécessairement accès, mais ça, je dis toujours à l'étudiant, le repérage est plus important que l'accès parce que l'accès, ça va être mon problème. Si tu trouves l'existence d'un article qui est vraiment important pour toi, on ne l'a pas, écris-moi, on va l'avoir. Tu sais, c'est les problèmes d'accès ici, là, avec le prendre bibliothèque numérique, tout ça, ce n'est pas des problématiques. Là. Puis quand l'étudiant, on est en référence, ben là, je l'ai en avant de moi, ben, ça me permet déjà de casser la glace parce que la problématique, c'est toujours de l'étudiant, s'il ne demande pas, tu sais, il dit ah, la bibliothèque ne l'a juste pas, donc je vais m'arranger autrement. Mais là, quand je l'ai avec moi, puis je lui dis proactivement, non, non, tu me le demandes, ça me fait plaisir, bien là, à ce moment-là, bien, quand l'étudiant va dans Google, va trouver des trucs, qui ait accès ou pas, bien, s'il n'y a pas accès, il va me dire, Jean-Philippe, on aurait besoin de ça. Ça va arriver souvent que parce qu'il n'est pas allé directement dans nos bases de données, finalement, on l'a déjà, puis je fais juste lui mettre l'hyperlien avec le proxy, puis il a accès directement. Puis sinon, ben, je lui indique comment faire une demande de prendre bibliothèque pour qu'il le reçoive tout de suite dans ces choses-là. Fait que oui, moi aussi, pour Google, je l'ai intégré davantage précisément. Oui, au début, c'était pour aller chercher de la littérature scientifique, de la littérature grise, mais par la suite, j'ai réhabilité une bonne partie de la littérature scientifique là-dedans. Mais tu sais, j'y vais toujours avec prudence parce que je sais aussi que, comme là, je le vois moins, mais tu sais, comme par exemple, quand les étudiants m'arrivaient, puis je n'ai pas le droit d'utiliser Wikipédia, souvent, ça arrivait d'une consigne ou des éléments comme ça, puis je comprends aussi l'objectif de la consigne, c'est que des fois, c'est souvent des mauvais usages qui sont faits de ces outils-là. Mais moi, c'est l'équilibre que je vais aller chercher, c'est de dire, ben non, c'est comme, on ne les exclut pas, ces outils-là, mais il faut juste apprendre à les utiliser comme du monde, puis contextualiser leur utilisation pour en ressortir l'essentiel. Il y avait une main de levée là, qui s'est baissée. Je ne sais pas si il y aurait une dernière question parce qu'il y a des gens là, qui disent qu'ils doivent quitter. On a étiré un petit peu, mais parce que je pense que c'était très intéressant pour tout le monde. En fait, Il y a- c'était moi. Vas-y, Et un allez-y, madame. commentaire peut-être sur la sérendipité. Ça fait pas très longtemps que je suis bibliothécaire, mais je crois que j'ai eu l'impression parfois que certains profs se méfiaient de la sérendipité parce que les étudiants vont modifier leur sujet de recherche lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver l'information qui vont nourrir leurs questions d'origine. Puis en fait, c'était super pour moi de voir toute cette réflexion-là formalisée et mise en mots parce que c'est une façon aussi de dire comment, au fond, mettre la sérendipité à sa patte pour arriver à ses fins et non pas pour qu'elle nous pousse ailleurs quand on fait une recherche. Alors, merci beaucoup pour ça. Tout à fait. Puis le commentaire que vous apportez est vraiment intéressant, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des enjeux à dire quand on va explorer. Si on ne trouve pas. Moi, l'essence de mon message, je voulais absolument éviter que s'il n'y a pas d'informations sur ton sujet, change de sujet. Tu sais, pour régler le problème, on règle le problème, on change de sujet, puis ça règle le problème. Puis ça, c'est vraiment une problématique qui est importante. Puis moi, je me disais plus de dire, il y a un certain aspect, il y a une certaine fatalité, en fait. Il y a des sujets, des fois, qui arrivaient que je me dis, ben, tu sais, puis des fois, quand ça ne fonctionne pas, puis que j'essaie, puis là, quand on a le constat qu'on est pas mal certain qu'il n'y existe pas d'informations sur ce sujet-là, c'est là qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse des choix. Tu sais. Puis peut-être que des fois, c'est de se dire, ben regarde, c'est de réorienter le sujet. On peut conserver le même sujet, mais avoir une approche un peu plus théorique ou etc. Mais il y a une certaine, dans certaines situations, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence que de dire, ben là, tu as exploré beaucoup, puis il n'y en a pas d'informations. Donc, ça demeure une donnée qui est intéressante, puis c'est surtout une donnée qui est intéressante à avoir au début. Parce que quand on sort l'artillerie lourde, puis qu'on n'a jamais vérifié s'il y avait vraiment d'informations, mais que là, le sujet est donné, puis toute l'introduction est déjà écrite, puis là, on veut juste bonifier avec des sources, puis là, on ne trouve absolument rien, ça devient super inconfortable. Fait que des fois, c'est de se dire, ben s'il n'y a pas d'informations, c'est mieux de le savoir plus tôt.
Puis, dès que tu as essentiellement l'assurance qu'il n'y a pas d'information, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça se pourrait que la solution, ça soit de changer de sujet, mais souvent, c'est juste tout simplement de l'adapter. Donc, si on prend par exemple la pénurie de main-d'œuvre, ben, tu sais, comme au début, quand j'avais fait des tests avec la pénurie de main-d'œuvre, il y avait des choses qui ne répondaient pas aussi bien que je pensais pour l'ampleur du sujet. Puis c'est comme en précisant avec, par exemple, les problèmes de rétention ou bien les problèmes de recrutement qu'au final, le problème s'est réglé et pas nécessairement justement avec un goût de compromis, là, de se dire, bon, ben, c'est comme non, c'est parce que j'avais juste, c'était une problématique de formulation plus qu'une problématique d'absence de résultat. Oui, en effet. Merci beaucoup. Mais je pense que je parle pour tout le monde en remerciant Jean-Philippe. C'était très intéressant. Pour moi, en plus, ça va m'aider à être encore plus performante dans mes recherches d'informations et surtout de faire le lien avec cette idée-là de sérendipité et les choix stratégiques, là, cette idée-là de provoquer la chance. J'aime. Et je vais certainement m'en servir avec mes étudiants. Alors, merci énormément, Jean-Philippe. Puis, on espère tous vous voir à notre prochain webinaire. Puis là, j'avoue que je ne l'ai pas devant moi, mais vous pouvez aller sur le site du PUP et voir, on a des webinaires qui s'en viennent à tous les mois. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent et surtout, merci beaucoup à Jean-Philippe. Merci.